Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut, justement, toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant, comme toujours, un précieux message d'espoir. Wake up when the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marie avec qui nous allons discuter de maternité, de contraception naturelle, de fausses couches et de bébés arc-en-ciel. Bonjour Marie. Bonjour Capucine. Comment vas-tu ? Plutôt bien, très contente de te voir. Bah écoute, le plaisir est partagé, je suis très contente aussi. Merci beaucoup déjà de m'avoir contactée pour parler de ton histoire. Déjà, moi j'adore personnellement écouter les histoires de maternité, voilà, je trouve ça toujours super intéressant et c'est vrai que toi, je pense que tu vas avoir beaucoup à nous raconter sur ce sujet. Donc on va évoquer ensemble également les types de contraception que tu as choisi ou plutôt de non-contraception, je sais pas trop vu que tu m'as parlé de régulation naturelle des naissances, donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On va évidemment aborder le sujet de la fausse couche également et il faut savoir que statistiquement, une grossesse sur 4 se solde par une fausse couche et qu'une femme sur 3, voire une femme sur 2 environ fera une fausse couche dans sa vie. Donc c'est une expérience très récurrente et douloureuse, pourtant on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Donc merci beaucoup d'être ici pour le faire. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, Marie, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer en bref qui tu es ? Bonjour, alors je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et je suis maman de 3 petites filles, Louise, Joséphine et Gabrielle. Et puis on a un petit bébé au ciel entre Louise et Joséphine. Voilà. Et j'ai une formation d'ingénieur à la base. Je me suis reconvertie après en tant que prof de maths et maintenant je suis créatrice de robes de mariée. Voilà. D'accord, donc un petit peu, tu as fait un petit peu de tout. C'est Ouais. intéressant. J'ai cherché Ok, l'équilibre alors, vie professionnelle et vie personnelle avec l'arrivée des enfants. ouais, et là, du coup, aujourd'hui, ça te plaît, du coup, ce que tu Oui, fais ? oui, oui. Ça me permet en fait à la fois d'aider des femmes à se sentir belles le jour de leur mariage et puis aussi pour le jour de mariage d'autres, puisque je fais aussi des robes de cocktail. Et ça me permet, moi, d'être pleinement disponible pour mes enfants, puisque j'adapte mes horaires de travail en fonction des horaires d'école. Voilà, ce qui fait que je travaille quand elles sont à l'école et je travaille après le soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais, ça me fait des journées atypiques, mais je m'y retrouve. Ouais, c'est ça. C'est un rythme particulier, mais écoute, si ça te plaît et qu'au moins tu peux être avec tes enfants, c'est le principal, je pense. Et elles ont quel âge, du coup, tes filles ? Et donc Louise, elle est née en septembre 2014, donc elle va sur ses 7 ans et elle va rentrer en CE1. Joséphine a fêté ses 3 ans en juin, elle rentre en petite section à la rentrée. Et Gabrielle a fêté ses 1 an et donc là, elle continue son année chez la nounou. Ok, super. De très jolis prénoms, d'ailleurs. J'aime beaucoup les prénoms. Merci. Alors, donc, je vais te proposer de commencer un peu par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la personne avec qui tu partages ta vie, qui est cette personne, voilà, avec qui tu as eu ces enfants et tu as traversé aussi cette épreuve? Alors c'est Thibaut, on s'est rencontrés en octobre 2010 au week-end intermaîtrise scout. Donc c'est un peu cliché, la cheftaine guide avec le chef scout.
Et on s'est rencontrés là-bas et j'ai commencé à lui parler parce qu'on avait le même appareil photo. Voilà, donc c'est la photo qui nous a rapprochés d'abord. Et puis on s'est fiancés en novembre 2011 et on s'est mariés en avril 2013. Voilà, donc là on a fêté nos 8 années de mariage cette année. OK, bah, super, félicitations. Merci. Alors, du coup, quand on a échangé ensemble avant, l'interview, tu m'as dit que, vous aviez choisi tous les 2 de pratiquer la régulation naturelle des naissances. Est-ce que tu peux m'expliquer, de quoi il s'agit? Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça? Voilà, un petit résumé de ça. Alors, on a fait ce choix pour plusieurs raisons. 1re raison, c'est que moi je voulais pas prendre d'hormones. J'avais déjà pris la pilule en fait avant parce que j'avais des gros soucis d'acné et donc le dermato m'avait prescrit, Roaccutane et enfin m'avait dit: «Avant de prendre Roaccutane, prenez la pilule, ça va réguler, le problème d'acné». Donc j'avais pris la pilule, et 5 kilos en plus, ce qui avait été assez difficile à vivre et donc là, je voulais pas reprendre la pilule sachant que, bah, j'avais plus de problème d'acné. Donc il y avait cette première raison-là et puis, la raison, qui a poussé Thibaut aussi à me suivre dans la méthode des régulations naturelles des naissances, c'était, comme on est catholique, ça nous permettait en fait de garder en fait une ouverture à la vie. Sachant que ce sont des méthodes, quand on est bien formé, quand on est régulière dans ses observations et qu'on tient bien son tableau, en fait, c'est aussi fiable, voire même plus fiable que la pilule. Puisque l'indice de Pearl, est à 98 ou 99. Donc voilà, c'est juste, je dirais ça convient pas forcément à tous les couples, puisqu'il faut quand même que ça soit un couple, bah, qui soit, je dirais installé. Enfin voilà, on peut pas utiliser ça, si on est dans des aventures qui sont pas sur le long terme et puis, il faut que les 2 soient partants parce que vraiment, enfin, si les 2 sont pas partants, ça marche pas, quoi. Mmh. Et tu peux nous expliquer un peu, comment ça fonctionne justement? Alors comment ça fonctionne? Alors la femme, s'observe, tous les jours. Donc en fait, à chaque fois que je vais aux toilettes, je vais m'observer et je vais regarder en fait, si j'ai de la glaire cervicale ou pas. En fonction, bah, de la présence ou de l'absence de glaire cervicale, j'arrive à déduire si je suis en période, fertile ou non fertile et puis après quand il y a de la en fait, c'est plus quand il y a de la glaire qu'on qu'on va pouvoir savoir si on rentre en période fertile. Puisque la glaire, en fait, il faut voir ça comme un filet. Alors imaginez un filet de pêche. Donc le filet de pêche, si les mailles sont très serrées, les poissons ne peuvent pas, passer à travers le filet. Donc vous imaginez la glaire cervicale, c'est le filet et le poisson sont les spermatozoïdes. Donc quand la glaire est, très collante et très peu étirable, il y a un maillage qui est très très fermé et donc les spermatozoïdes ne peuvent pas passer à travers les mailles de la glaire cervicale. Par contre, quand on rentre en période fertile, en fait, les mailles du filet se détendent. En fait, on a une glaire qui est de plus en plus étirable. La période où la glaire est la plus fertile, en fait, la glaire va ressembler à avoir une texture plutôt comme du blanc d'œuf, un blanc d'œuf cru, donc très étirable avec une grande sensation d'humidité et donc là, ben, si on reprend l'image du filet et des poissons, le filet, en fait, les mailles sont très, très lâches et donc les poissons peuvent passer à travers le filet et en plus de ça, la glaire va venir, nourrir, les spermatozoïdes. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est détecter sa période, enfin l'entrée dans la période fertile, puisque les spermatozoïdes, ils peuvent être après, logés dans des glandes dans le col de l'utérus, enfin dans le vagin en fait, pas dans le col de l'utérus, dans le vagin, il y a des petites glandes, heu et donc les spermatozoïdes peuvent rester ici pendant 7 jours. Donc les spermatozoïdes sont un peu comme à l'hôtel, ils sont Ouais. logés, blanchis, nourris et donc ils peuvent vivre comme ça jusqu'à 7 jours et puis après passer en fait, et remonter jusqu'à l'ovule. Donc si on a une union en début de période fertile, bah, potentiellement, on sait qu'on peut avoir un bébé derrière. Et donc après, donc là, on guette l'entrée en période fertile. Après, on sait quand est-ce que je suis en période fertile. Et puis après, on guette aussi la fin de la période fertile, puisque une fois qu'on a une glaire donc, qui est passée de pâteux jusqu'à très lubrifiant, très liquide, très étirable, comme le blanc d'œuf, après, il y a un tarissement total ou partiel. Et ce tarissement-là, donc on a soit plus de glaire du tout, soit une glaire qui redevient très collante, très pâteuse, très peu étirable.
Et donc à partir de ça, donc on identifie le lendemain qu'on a passé soit le jour sommet, soit le jour pic, ça dépend des méthodes, du nom, mais alors c'est pas forcément le jour pile poil de l'ovulation, mais on sait que l'ovulation était dans les 24-48 heures, à partir de ce jour-là. Et donc à partir du moment où on a le tarissement, on compte 3 jours et à partir du 4e jour au matin, les unions sont possibles. J'ai oublié de dire aussi qu'avant, les unions ne sont possibles que le soir, puisqu'en fait les observations peuvent changer tout au long de la journée. Donc il faut, donc forcément avant, la période fertile et même pendant la période fertile, on attend, le soir pour avoir des unions, puisqu'on ne sait pas encore au niveau des observations, ça peut changer au fur et à mesure de la journée. Comme on peut très bien avoir ces règles, qui débarquent, à midi ou l'après-midi, ben là c'est exactement pareil. Donc voilà, donc on note tout ça, donc en fait on appelle ça le bulletin météo. Je donne la météo du jour et donc ils notent le bulletin météo et puis, ben, voilà, donc voilà, on s'est fait former, par des couples, un couple moniteur Billings au début de notre mariage. Donc la méthode Billings, elle est gratuite, donc il y a des moniteurs partout en France et ça s'enseigne de couple à couple. Heu, voilà, donc c'est basé sur, les observations. C'est pas standardisé du tout. Il y a juste l'observation de la glaire et des sensations. Après, on s'est formé à la MAO, donc la méthode d'auto-observation du cycle, où là, on rajoutait la température. Donc je pense que j'expliquerai pourquoi est-ce qu'on s'est formé à cette méthode-là. Après, on s'est reformé plus en profondeur à Billings. Ouais, on est devenu, couple moniteur et ensuite on s'est formé à Fertility Care, donc qui est une autre, méthode, mais je crois que, Yasmine en a déjà parlé, Oui, oui, je il crois, me ouais. semble, dans un précédent podcast. Donc voilà, donc on s'est formé à Fertility Care parce qu'avec Fertility Care, on peut avoir un accompagnement avec la naprotechnologie et donc là, Fertility Care, en fait, ça se rapproche de Billings dans le sens où c'est l'observation de la glaire, à chaque passage aux toilettes et il y a pas de température. OK, d'accord et du coup donc tu parlais de prise de température aussi, donc ça, c'est la symptothermie, je crois qu'on appelle ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez rajouté ça? En fait, on a rajouté ça parce que, notre aîné est arrivé un poil plus tôt que prévu au programme. On s'est dit: «En septembre, on commencera les essais bébés, parce que, j'aurai signé mon CDI» et en fait, elle est née en septembre. Oups! Donc heu, donc voilà, elle est née un peu trop tôt et en fait, c'est justement, avec Billings, au niveau de mes observations, j'avais eu un tarissement partiel mais pas total et le total était le jour d'après et donc en fait, le 4e jour au matin n'était pas le 4e jour au matin, mais le 3e jour au matin et du coup, Louis est arrivé. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant, enfin, comme, méthode de contraception au final, enfin, voilà, c'est super. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler, si on peut appeler ça de la contraception ou pas. Mmh. Alors nous, on parle plutôt de régulation que de contraception parce qu'en fait, la contraception, ça empêche vraiment la rencontre, de l'ovule et du spermatozoïde. Ça empêche la conception. Que là, en fait, ces méthodes-là, on n'empêche pas la conception. C'est juste qu'on utilise, notre intelligence et le cycle pour, avoir des unions en période fertile ou infertile. C'est-à-dire que, ben, voilà, la contraception, la pilule, ça va changer le cycle, ça va bloquer l'ovulation. Donc là, du coup, en fait, chimiquement, on empêche, la libération de l'ovule. Mécaniquement, avec le préservatif, on va empêcher, que les spermatozoïdes viennent rencontrer l'ovule. Heu, donc voilà, donc là, nous, ça nous en fait, c'est la méthode qui, pour nous, nous permet de mieux, respecter le fait d'avoir une ouverture à la vie. Et puis, bah, après, bah, s'il y a des fois, on tente et on se dit: «Bon allez, on est un peu fertile, bon, on verra, s'il y a un bébé qui arrive, ben, on sait qu'on peut l'accueillir» ou au contraire, si on veut pas du tout accueillir de bébé, parce que à l'instant T, c'est pas possible, pour différentes raisons, bah, on se dit: «Bon, ben, on attendra et on se retrouvera après» et donc en fait, on dit qu'on va de rendez-vous d'amour en rendez-vous d'amour. Ça C'est permet de joli. casser la monotonie. Ouais et du coup, enfin, ça revient à peu près combien de jours par mois, où, si on veut éviter de tomber enceinte, on ne doit pas avoir de rapport? À peu près. Voilà. Alors après, ça dépend d'une femme à l'autre.
Beh, en gros, la période fertile, ça peut durer, une dizaine de jours, donc c'est pas alors après ça dépend des femmes, mais d'une femme à l'autre, ça peut changer, même d'un cycle à l'autre. Après, après accouchement, enfin après le retour de couche, les cycles peuvent changer aussi. Donc c'est important de respecter ça. Après, si on respecte pas la règle, en fait, faut c'est juste on a le droit de pas respecter les règles. C'est juste que si on n'a pas respecté la règle, on peut pas dire que, les méthodes naturelles sont pas fiables, quoi. Oui, C'est je on joue vois. avec le feu et après on assume. Oui, oui, je vois. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler donc, de cette première grossesse qui est donc arrivée un petit peu plus tôt que prévu? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors pour lui, ça s'est bien passé, c'est juste que donc moi à l'époque, j'étais la seule à travailler, mon mari était encore étudiant, et en fait il était en dernière année de cycle ingénieur, donc c'était pas gênant. On s'est dit: «De toute façon on va pas avoir d'enfant tout de suite, on se marie et puis on verra après», en fait il a signé son CDI en août 2014 et j'ai accouché en septembre 2014, donc ça s'est très, très bien goupillé. Sachant qu'en fait, en février, il était en stage de fin d'études. Mais du coup, on était tous les 2 sur Lyon. Donc moi, je venais de commencer un poste, de responsable méthode dans une maroquinerie en région, lyonnaise. Donc je faisais, 2 heures de route par jour et je me suis dit: «Ah là, ce nouveau poste, c'est épuisant, franchement, réimplanter l'atelier de production, mais ça me pompe une énergie folle». Bon, je commençais aussi le boulot à 7 heures, donc forcément, je partais à 6 heures le matin. Je me suis dit: «Ah là, c'est fatigant» et puis en fait, j'avais souvent des cycles assez longs, au moins de 40-45 jours. Bon, à 52 jours de cycle, je me suis dit: «Bon, il y a un truc qui cloche, je vais faire un test» et là, le test était tout de suite positif. Je me suis dit: «Ah, je comprends mieux du coup pourquoi je suis fatiguée». Donc voilà, après, ce qui était assez touchy, c'était qu'il fallait que j'annonce à mon chef que, j'étais enceinte, sachant que moi, c'était pas prévu et que, je savais que mon chef qui avait une quarantaine d'années, lui, ça faisait, bah, plusieurs années qu'ils essayaient d'avoir un enfant et qu'ils y arrivaient pas. Donc hyper dur d'arriver et de dire: «Ben, je suis enceinte», c'était pas prévu aussitôt, quand on sait pertinemment que la personne en face, ben, elle rêve quasiment que de ça, quoi. Donc voilà. Mais bon, après globalement, la grossesse s'est bien passée, il y a eu aucune complication. Juste, gros stress au début parce que je savais pas qu'il fallait réserver la maternité hyper tôt. Donc s'il y a des Lyonnaises qui nous écoutent, hein, dès que le test est positif, faut appeler, pour réserver la maternité. Moi, j'ai appelé, la maternité après l'écho du premier trimestre et c'est mon généraliste qui a réussi à m'avoir une place parce que sinon tout était plein. Ouais, d'accord, c'est bon à savoir. Voilà, donc voilà. OK et du coup, ton accouchement, comment ça s'est passé justement? Alors, l'accouchement, globalement, ça s'est bien passé. Je voulais accoucher sans péridurale et j'ai pris la péridurale, parce que j'ai eu une cholestase en fin de grossesse. Mmh et c'est quoi du coup une cholestase? Alors cholestase, c'est les reins qui filtrent, plus bien, des alors je sais plus ce que c'est, j'ai plus en tête le nom des particules, en fait, qui sont rejetées par le bébé et en fait les reins filtrent plus bien et du coup ça crée des démangeaisons. Et donc du coup, moi, la cholestase, m'avait pas mal fatiguée et puis la sage-femme, du coup, en préparation à naissance, je dis: «Mais ça me gratte le ventre, c'est bizarre», et puis elle m'a fait une prise de sang, puis après elle m'a rappelé une semaine après, parce que ça part, en fait, les analyses pour la cholestase, souvent on a le résultat qu'au bout de 4-5 jours, donc c'est un peu long. Et donc là, elle m'a dit: «Bah, vous avez une cholestase, fin de grossesse, donc il faut que vous preniez un traitement». Donc elle m'a donné un traitement, sauf que le traitement était pas du tout adapté et j'ai eu, les presque tous les effets secondaires du traitement, à savoir diarrhée et vomissements. Donc juste avant d'accoucher, c'est c'est pas le mieux pour Oui, être en forme. c'est Et sûr. donc quand je suis arrivée, en fait, à la maternité, ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi. Je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, on va laisser tomber, le sang péri». Vu qu'on dit qu'il faut, 1 centimètre, par heure et donc qu'en gros, je suis partie pour 10 heures de travail, autant arriver, en forme, à l'accouchement enfin, après la naissance et assurer pour la suite plutôt que vouloir faire la warrior et puis, Oui. être crevée. Et donc voilà, donc en fait, j'ai pris la péridurale, à partir de là, j'ai pu dormir
et moi, je l'ai eue à 7 heures et elle est née à 13 heures. D'accord. Donc après ça s'est bien Ouais, passé, donc ça accouchement par c'est voie basse du coup? ça voilà, accouchement par voie basse avec une épisio, c'était un gros et grand bébé. Mmh. Elle faisait 3,9 kg et 54 cm. Ah oui. Et l'image que mon mari garde en tête, en fait, il garde en tête la sage-femme, qui était le pied, sur la table et Ah oui. qui tirait Louise. Voilà, Ah donc oui, quand même. il avait l'impression, voilà, la sage-femme qui l'a tirée parce qu'elle était très grosse. D'accord. Voilà Ouais, donc ça a dû être un peu et douloureux puis quand même pour après toi? ben, après, je voulais pas spécialement d'épisio, mais on m'a pas trop demandé mon avis. Donc voilà, j'ai entendu le quick des ciseaux et voilà, Oh j'ai là fait: là. «Bon, bah, tant pis». Voilà, après, on s'en remet, hein, on s'en remet, mais c'est vrai que si on peut ne pas l'avoir, c'est quand même mieux. Et puis après, ce qui a été compliqué, c'était plus la suite parce qu'elle a pas tété tout de suite. Elle a mis, 1 journée et demie avant de téter. Et toi, c'était important pour toi d'allaiter? Ouais, 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 je voulais absolument allaiter et du coup, ils nous ont beaucoup stressés, avec l'allaitement à Lyon. Heu et puis finalement, elle a fini par téter, mais alors je sais pas si c'est parce qu'elle était grosse ou si c'est, la péri qui l'avait shootée, je saurais pas. Je sais que les 2 autres, j'ai accouché sans péri et elles ont tété tout de suite, donc Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé ton allaitement après? ouais, l'allaitement s'est bien passé. Je l'ai arrêté après à 7 mois, comme j'ai pas signé le CDI, du coup. En fait, il m'avait embauché en intérim et il m'avait dit: «L'intérim fera office de période d'essai» et c'était une petite entreprise qui avait pas beaucoup de moyens, donc ils m'ont pas gardée. Donc j'ai fait la fin de ma grossesse, au chômage et donc après, bon, j'étais au chômage pour les premiers mois et donc après, il a fallu que je cherche du travail. Donc je me suis dit: «Bah, si je veux chercher du travail, pouvoir prendre, rapidement un poste, c'est bien de la sevrer pour pouvoir la laisser plus facilement». Donc je l'ai sevrée à 7 mois et j'ai retrouvé du travail, quand elle avait 9 mois et c'est le nouveau boulot qui nous a fait changer de région. OK. Et donc ensuite, vous avez souhaité mettre en route une, 2e grossesse et je suppose que vous vous êtes dit: «Bon, bah, ça va marcher vite vu que c'est ta première fois, c'est allé très vite». Comment ça s'est passé du coup? Alors là, pour le coup, du coup, comme je changeais de boulot, j'arrivais en fait chez un sous-traitant de Louis Vuitton et j'étais chef d'équipe maroquinière, donc j'avais 2 équipes, d'une dizaine de femmes à gérer. Et je m'étais dit: «Je veux surtout pas refaire comme avant où, j'arrive en prise de poste et je suis enceinte direct». J'ai dit: «Je veux pas faire ça, je veux attendre d'avoir au moins une année dans mon poste pour pouvoir, envisager une 2e grossesse, quoi». Et puis après, à partir du moment où on a voulu mettre en route cette 2e grossesse, en fait, il nous a fallu 6 cycles pour que je tombe enceinte. Alors en soi, c'est pas très long puisqu'en fait, en moyenne, on met 6 à 8 cycles pour être enceinte. Enfin, les Françaises mettent 6 à 8 cycles pour être enceinte, donc c'était pas hyper long, mais quand ça a marché plus tôt que prévu, en fait, on s'attend pas à attendre aussi longtemps. Et alors quand on a des cycles en plus de 35 ou 40 jours, le temps est d'autant plus long. Oui, Parce c'est que ça, 28 ouais. jours, forcément, ça passe plus vite que 40. Mmh. Ça revient plus souvent. Beh, oui. Mais voilà et donc là, j'étais enfin enceinte, donc on était, super contents et donc pareil, on attendait en fait un peu pour l'annoncer, aux familles et donc je suis tombée enceinte, fin juin 2016. Et ça, fin juin 2016 et donc on s'était dit: «On change pas nos plans de vacances, on continue comme, ce qui était prévu» et donc on avait notamment une semaine où on était, bénévoles à Lourdes pendant le pèlerinage national et donc on est tous les 2 pisciniers. Donc ce qui fait qu'en fait, on est dans les piscines et on aide les gens à se déshabiller et on les baigne dans les piscines. Et moi, je sers dans une piscine, en fait, qui est piscine pour les, fauteuils roulants, enfin les personnes en fauteuil roulant et les personnes qui sont sur des brancards. Donc en fait, après on a aussi des personnes valides qui viennent, mais c'est assez physique. Et donc moi, j'avais prévenu ma chef de piscine en lui disant: «Bah, voilà, je suis enceinte, je suis en début de grossesse, donc je vais essayer de pas trop forcer» et comme on a des amis, des parents qui sont à Lourdes, on s'est dit: «Ça serait dommage qu'ils apprennent, via des copains de Lourdes, que je suis enceinte» parce que
même si, la chef de piscine, on lui avait dit: «Tout le monde n'est pas encore, au courant», il suffit qu'elle dise: «Ah bah, voilà, dans ma piscine, j'ai, une piscinière qui est enceinte». Sachant que toutes les autres, elles étaient plus vraiment en âge d'avoir des enfants, la déduction était vite faite. Donc on a annoncé à nos parents, alors et moi j'ai appelé mes parents et mes grands-parents pour leur dire que j'étais enceinte. Ma belle-mère, on l'avait vue en juillet, j'avais été grillée parce que j'avais pas pris de bière. Forcément, quand on refuse une bière pression, Ouais. tout de suite, on est grillé. Donc elle avait deviné, elle avait rien dit, mais elle avait deviné. Donc après on s'était dit, voilà, que c'était bien de l'appeler aussi pour lui dire et donc voilà, donc tout le monde s'était réjoui pour nous. Nous, on était super contents parce qu'on voulait à peu près 2 ans d'écart, donc là, ça faisait 2 ans et demi. On s'est dit: «C'est chouette, c'est parfait» et puis et ah oui et après Lourdes, on est parti à Barcelone. Donc en plus à Barcelone, on avait fait des photos, on avait toute la petite famille Babar qui avait été offerte à Noël à Louise et donc on avait fait des photos avec la famille Babar. Alors on avait donc Babar, Céleste, Pomme, Flore et Alexandre et on avait fait des photos comme on savait pas s'il y avait un ou 2 bébés et qu'il y a des jumeaux, au niveau de ma grand-mère et des jumeaux au niveau de mon beau-père qui est décédé, a un jumeau. Donc on s'est dit: «On va prendre les photos avec, les 2 parents Babar, et 2 enfants ou 3 enfants». Comme ça, en fonction pour l'annonce, on aura l'annonce, avec, la famille Babar avec, 2 ou 3 enfants en fonction de, bah, s'il y en a un, on postera celle où il y en a 2 et s'il y a 2 bébés, on postera la photo avec, les 3 enfants bavards et on n'a jamais pu poster la photo. On avait passé beaucoup de temps à les faire, mais, on n'a jamais pu les poster parce que, ben, j'ai, ouais, alors c'est pas que j'ai appris, mais j'ai fait une fausse couche, du coup, une semaine avant, l'échographie du 1er trimestre. Donc, ouais, donc c'est vrai que ça ce qui est difficile, c'est d'appeler pour annuler le rendez-vous d'écho. Appeler pour prendre le rendez-vous d'écho, ça va, mais appeler pour annuler, c'est Ouais, c'est ça et tu l'as appris comment ta fausse couche, du coup? eh ben, j'avais très mal au ventre et puis j'ai enfin, ouais, comme des douleurs de règles et puis je commence à perdre du sang, mais genre beaucoup de sang et donc là, je me dis: «Ouh là, ça sent pas bon ce truc-là» et donc bah, là, j'étais à la maternité. Alors ce qui est bien à Ancenis, c'est qu'on a alors il y en a un hôpital. La réputation de l'hôpital est pas terrible. Par contre, la maternité est vraiment tip top. C'est une maternité, label Amis des bébés et ils ont un super service gynéco et donc je les ai appelés en disant: «Voilà, je perds beaucoup de sang», ils m'ont dit: «Bah, venez donc au service gynéco, on va vous recevoir en urgence» et donc j'ai été là-bas et donc ils m'ont fait une écho. Alors j'avais pas eu d'écho encore avant pour cette grossesse-là, j'avais pas eu d'écho de datation et et donc là, quand ils ont fait l'écho, ils m'ont dit: «Mais, c'est quoi la date de vos dernières règles?» Alors je leur donne la date, il me dit: «Vous avez des cycles réguliers ou pas?» Je dis: «Ben, non, ils sont pas très réguliers, mais je sais que la conception, c'est autour de telle date». Il me dit: «Ben, non, mais c'est pas possible, vous avez dû ovuler plus tardivement». Je dis: «Non, mais enfin, je sais quand même». Bah, c'est l'avantage, en fait, des méthodes de régulation naturelle des naissances, c'est qu'en fait, on sait à peu près quand a eu lieu notre date d'ovulation à 1 ou 2 jours près, donc voilà et ils ont dit: «Non, mais là, il y a un problème, le bébé, il est trop petit, par rapport à la date de conception que vous m'indiquez, il est beaucoup trop petit» et en fait, voilà, donc eux, ils voyaient bien un bébé, mais pas de battement de cœur, voilà et en plus, alors, je suis partie à la maternité, ça faisait 1 an qu'on était en SNI et on n'a pas de famille sur place. Donc je suis partie à la maternité avec Louise et donc au départ, ils voulaient pas qu'elle soit là. Je dis: «Mais je suis désolée, mais j'ai pas de possibilité de la faire garder là, je dis: «Moi, je perds du sang, je viens vous voir quoi, Je dis: «Là, je peux pas caser, je peux pas la caser». Donc voilà, donc ils m'ont annoncé ça. Mon mari travaillait et donc moi, j'étais toute seule avec mon aîné et donc ils m'ont dit: «Ben là, on voit pas de battement de cœur, bah, c'est sûrement une fausse couche, rentrez chez vous, on peut rien faire». Ah oui, ils m'ont dit de revenir 15 jours plus tard pour, vérifier, voilà, à l'écho que si enfin voilà, ils m'ont dit: «Bah, tout va s'évacuer, tout seul». Voilà, il y a pas besoin de prendre de médicaments ou de faire de curetage. Je me dis:
vous rentrez chez vous, vous attendez que ça se passe et puis vous revenez dans 15 jours pour un contrôle». Bon, bah, OK. Donc je suis rentrée à la maison, heu, du coup un peu, faut annoncer un peu la mauvaise nouvelle, enfin sachant que j'avais quand même appelé mon mari, hein, sur le moment en disant: «Écoute, je perds du sang, je pars à la maternité, pour, heu, pour qu'il contrôle». Et puis, bah, après, retour à la maison en fait, là il m'avait donné des protections, bah, les mêmes protections qu'on a en fait quand on vient d'accoucher. Et puis quand, j'étais aux toilettes, j'ai découvert, enfin sur la protection, il y avait le bébé avec, et puis le placenta qui était avec, donc Ah ouais, ça doit être horrible de voir ça, bah, ç ça doit être super dur. ça fait un peu bizarre. D'un autre côté, en fait, je suis contente finalement que ça se soit passé à la maison et pas à la maternité, enfin, ou à l'hôpital. Parce qu'en fait, à l'hôpital, il serait parti avec les déchets, de l'hôpital, quoi. Alors que là, bah, nous, on l'a mis dans un coin du jardin, voilà. Puis, bah, c'est vrai qu'au début, j'avais besoin d'aller là où il était. Après, ben, maintenant j'ai plus besoin, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Et puis, bah, après, fallait appeler les familles pour leur dire, en fait, bah, voilà, c'était pas officiel, donc en fait, il y a plus rien à officialiser, donc voilà. Et ça a été difficile de l'annoncer? Oui, alors c'est vrai que c'est une nouvelle qui est pas évidente à annoncer. Après, on a des familles qui ont été super, qui nous ont soutenus. Mes frères étaient pas encore au courant et quand j'ai appelé, ma maman, il y en avait, bah, le dernier, en fait, j'ai 2 frères, donc le plus petit était avec elle et il s'est mis à pleurer. Il dit: «Oh là là, Marie, je suis désolé». Il dit: «Ah putain, j'apprends la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps, c'est hyper dur». Je fais: «Ouais, je suis désolée, mais» donc voilà. Et après moi, je m'étais inscrite, pour passer le CAPES. CAPES, CAFEP, c'est le concours pour être prof et les écrits étaient fin mars et en fait, le terme de la grossesse, c'était fin mars. Donc je me suis tout de suite, dit que bon, bah, de toute façon c'est la vie, et que ça finalement c'était bien, ça allait me permettre de passer les écrits, du CAPES, parce que sinon j'aurais jamais pu les passer. Voilà. Bon, mon mari ayant perdu son papa quand il avait, 16 ans, ça donc mon mari, c'est l'aîné de 5 enfants, donc bah, quand il était en terminale, son papa est mort d'un cancer de la prostate, donc j'ai jamais connu mon beau-père, donc lui, il a perdu son père, donc je dis pas que c'était pas dur pour lui de perdre un bébé, mais en fait, on n'avait pas eu le temps de le connaître, en fait, ce bébé. Donc en fait, ce qui était dur, c'est de faire le deuil, en fait, de tout ce qu'on avait pu projeter et je pense que c'était plus dur pour moi que pour lui parce que, bah, le fait de porter le bébé, en fait, on se projette plus aussi. Que c'est vrai que pour eux, ça devient concret plus à la naissance, quoi. Ça reste concret quand même avant, mais c'est vrai que pour la femme, c'est quand même plus concret, dès la grossesse. Parce que, ben, on sent le bébé bouger. Ouais, c'est ça. Et justement, comment tu as réussi toi, à faire ce deuil? Bah, ça a été assez long. En fait, je crois qu'il m'a fallu 1 an pour faire le deuil. Hem, Bah, déjà le fait de donner un prénom au bébé, je pense que ça nous a aidés et donc là, c'est mon mari qui a choisi le prénom. On voulait un prénom qui se prononce, enfin, en fait, qui soit mixte et qui s'écrive pareil au masculin qu'au féminin. Donc il y en a pas 10 000 des prénoms et donc lui, mon mari, il a dit: «Bon, bah, on va l'appeler Dominique». Donc voilà, donc du coup, Dominique, comment en fait, moi quand j'ai perdu le bébé, j'ai essayé de voir si jamais on voyait le sexe, mais en fait, c'était encore enfin, c'était trop petit pour qu'on puisse voir, si c'était une fille ou un garçon. Donc c'est vrai que Dominique, ça permet de voilà, ça s'écrit, aussi, enfin, c'est même orthographe, fille ou garçon, voilà, ça se prononce pareil. Oui, je vois, d'accord. Et donc du coup, après, avoir perdu ce bébé, est-ce que donc toi, tu nous disais que, tu étais catholique. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu t'es raccrochée à la religion aussi pour faire ce deuil? Oui, oui, ça nous a beaucoup aidés. Et alors j'ai une amie, donc c'est une de mes meilleures amies, celle qui est la marraine de Louise et qui m'a demandé de lui faire sa robe de mariée en 2014. C'est ma 1re mariée.
qui s'appelle Marie aussi comme moi. Et donc elle m'avait quand j'ai fait ma fausse couche, du coup, je lui en ai parlé et elle m'a dit: «Ah mais tu connais pas, moi pour chaque grossesse, je porte la ceinture, de Notre-Dame de Bonne Délivrance». Et en fait, la ceinture de Notre-Dame de Bonne Délivrance, en fait, c'est un petit ruban, qu'on noue autour du ventre quand on est enceinte et qu'on peut, avoir si on écrit au sanctuaire, de Saint-Quentin, la paroisse de Saint-Quentin à Saint-Quentin en Bretagne, qui Quintin. Et donc on leur demande et puis on fait une petite offrande avec, ils nous envoient la ceinture et en fait là-bas il y a une, une relique de la ceinture de la Sainte Vierge qui est exposée et donc ils bénissent les ceintures et ils les mettent en contact avec la ceinture de la Sainte Vierge. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais ça, a priori, ça protège pendant la grossesse et ça permet d'avoir un bon accouchement. Donc, ce qui fait qu'après, en fait, moi, j'ai écrit à Saint-Quentin et je leur ai demandé la ceinture. Comme ça, je me suis dit, prochaine grossesse, j'ai la ceinture, ça va bien se passer. C'est bête, mais voilà. Et puis après, on a demandé au prêtre de notre paroisse, là, on a eu une petite cérémonie, en fait. Voilà, on peut pas baptiser un bébé à ce stade-là, c'est pas possible, mais voilà, on a eu un accompagnement et puis, bah, du coup, nos familles qui ont prié pour nous. Je pense qu'on a été portés par la prière et puis après, juste après, en novembre, on avait un week-end avec, le centre Billings France, vu qu'on était devenus moniteurs entre-temps. Ouais, donc on a été à Cracovie et donc on a prié pour ça et puis, en fait, je pense que mon deuil, je l'ai réellement fait, l'été d'après. On a été à Cotignac. Donc Cotignac, c'est un village dans le sud de la France qui est très joli et qui a la particularité, d'avoir en fait toute la Sainte Famille est apparue à Cotignac. Puisqu'il y a Saint Joseph qui est apparu et Sainte Marie qui est apparue avec l'enfant Jésus. Et donc tous les ans, mi-juin, il y a un pèlerinage des mères de famille qui se fait à Cotignac. Donc bah, soit on rend grâce pour les enfants qu'on a eus, soit on peut demander un enfant là-bas. Et nous, c'est ce qu'on a fait, en août, 2017 et le cycle d'après, je tombais enceinte. Sachant qu'en fait, entre-temps, ben, il y a eu, 8 ou 9 cycles, heu, où voilà, où on a essayé, ça marchait pas et en fait, c'est pendant ces 8 ou 9 cycles, en fait, juste après la fausse couche, on s'est formé à Fertility Care, de manière à avoir un accompagnement médicalisé, à côté. En fait, c'est un peu comme une PMA, mais naturelle, quoi. C'est-à-dire que on va pas faire une FIV, mais ça permet de l'objectif de Fertility Care et de la naprotechnologie, c'est de restaurer la fertilité du couple. Et donc alors ça repose beaucoup plus sur la femme que sur l'homme, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs chez la femme que sur l'homme. Mais voilà, donc moi j'avais tous les mois une prise de sang à faire en post-ovulation, à un certain moment précis du cycle et en fonction de ça, ils regardaient les taux de progestérone et les taux d'œstrogène et en fonction, j'avais un traitement qui était adapté donc en progestérone, puisque j'avais une insuffisance en progestérone. Donc peut-être que l'insuffisance en progestérone a provoqué la fausse couche, on ne sait pas. On saura jamais en fait les causes de la fausse couche, mais ça peut être ça. Par exemple, si on a alors ça c'est l'avantage aussi des méthodes, de régulation naturelle des naissances, c'est qu'en fait quand on observe son cycle, on arrive à détecter aussi s'il y a des anomalies. Donc une période post-ovulatoire qui est trop courte. Si on a une période post-ovulatoire qui dure que, 5 ou 6 jours, bah, c'est beaucoup trop court. La nitation, elle peut pas se faire. Par contre, si on a 16 jours, ça c'est une bonne durée. 11 à 16 jours, c'est une bonne durée. Donc voilà et la progestérone est nécessaire au début pour que la grossesse tienne. Donc si on n'a pas assez de progestérone, la grossesse, bah, ne tient pas et donc ça peut être, un voilà, une cause de fausse couche, mais après il y a tellement de possibilités en fait, la nature est bien faite, donc on sait pas en fait. Peut-être que le petit bébé qu'on a perdu, il était mal formé, peut-être que enfin voilà, il y a plein de ça, on saura jamais, on pourra jamais savoir, donc voilà. Mais du coup, le fait d'avoir fait une fausse couche, nous on s'est dit voilà, on savait que, Fertility Care pouvait nous aider à ne pas revivre ça, donc on s'est formé à Fertility Care
de manière à pouvoir, voilà, être enceinte le plus rapidement possible après la fausse couche et en même temps, ne pas revivre de fausse couche, quoi. Mmh. Et donc du coup, toi, quand tu as découvert cette grossesse, tu as dû être, hyper heureuse? Comment ça s'est passé? Ouais, alors j'étais très heureuse et c'était le cycle, donc c'était en septembre, là, je suis tombée enceinte. Alors j'étais d'autant plus heureuse que, mon mari a fait un spermogramme, en fait, à la fin du cycle. Donc moi, j'étais déjà enceinte quand il a fait son spermogramme, mais on ne le savait pas et les résultats du spermogramme étaient très, très, très mauvais. Heu, donc la docteure Napro nous a dit: «Bah, en fait, avec un spermogramme comme ça, un médecin classique vous dirait d'aller directement faire une FIV, que vous pourriez jamais avoir d'enfant». Sauf que donc voilà, donc moi j'étais enfin, comment dire? Les résultats du spermogramme mauvais, à la fois, j'étais hyper triste parce que je me suis dit: «Mince, ça va jamais marcher, on n'aura jamais d'autres enfants», enfin, voilà, hyper déprimée. D'un autre côté, je dis à mon mari: «Bah, tu vois ce que ça fait en fait?» Je dis: «Moi, ça fait 9 mois que, j'ai des prises de sang tous les mois et que mes résultats, ils sont pas bons et que j'ai des enfin, voilà». Alors au début, juste des ovules de progestérone, après j'ai eu des injections à faire en intramusculaire au niveau du ventre pour stimuler la progestérone. Je dis: «Ben, tu vois, moi, quand mes résultats de prise de sang sont pas bons, bah, ça me fait un peu le même effet que toi, les résultats de ton spermogramme. C'est juste que, voilà, moi, j'en ai fait 8 ou 9 comme ça, toi, tu en as fait juste un». Hem, donc voilà, je dis: «Bah, au moins, ça permet de tu peux vivre un peu ce que j'ai vécu» et on était très, très, très contents, ouais, de la grossesse. Par contre, très contents et en même temps, très inquiets parce qu'on s'est dit: «Ben, bon, c'est chouette, ça fonctionne, je suis enceinte. Par contre, est-ce que la grossesse va aller jusqu'au bout?» Ouais, parce que, ben, forcément, quand on a une grossesse qui s'arrête à 1 semaine de l'échographie du premier trimestre, ben, c'est bête à dire, mais du coup, moi, ça me fait un peu co c'est un peu comme une deadline où je me dis: «Tant que j'ai pas passé ce terme-là, en fait, je suis pas sereine». Après, une fois l'échographie du premier trimestre passée, je suis plus sereine, mais tant que j'ai pas passé ça, je suis pas sereine et après, bah, comme on était accompagnés avec Fertility Care, on a j'avais des prises de sang à faire au début tous les 2 jours pour vérifier les taux de bêta-HCG qui devaient doubler, je crois que ça doit doubler tous les jours ou ça doit doubler en 48 heures, enfin, voilà, enfin, en tout cas, ça doit augmenter. Donc les taux augmentaient bien, pas trop non plus, parce que si ça augmente trop, ça peut être des jumeaux aussi, donc on était bien contents que ça augmente pas trop et et puis après la progestérone qui était suivie et j'étais supplémentée, en fait, tout le premier trimestre, voilà, pour, éviter justement de faire une fausse couche. OK, super. Et puis après, ben, une fois que tout était bon, bah, la grossesse s'est bien déroulée, donc rien à redire, quoi. OK, très bien. Puis du coup, c'est vrai que c'est les bébés donc qui naissent après une fausse couche ou après une mort périnatale, on les appelle les bébés arc-en-ciel. Du coup, c'est un joli, Ouais. c'est un joli nom et comment s'est passé, toi, après ton accouchement, du coup, de ce petit bébé arc-en-ciel? Alors, notre petit bébé arc-en-ciel, alors nous, c'était surtout notre petit bébé Cotignac parce qu'en fait, Oui, on du était coup, au oui. Cotignac, au mois d'août et hem et puis du coup, je suis tombée enceinte le cycle d'après. Alors, je garantis pas, hein, franchement, si c'est pas parce que vous allez à Cotignac que vous allez être enceinte, le cycle d'après, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais du coup, à Cotignac, on avait fait une promesse à Saint-Joseph. On lui avait dit: «Le prochain, on l'appellera Joseph ou Joséphine». Voilà. On avait demandé un bébé, on avait dit: «Voilà, si, dès que je suis enceinte, ben, voilà, ça sera Joseph ou Joséphine». Donc déjà, le prénom était choisi bien avant d'être enceinte et c'était une petite fille et l'accouchement s'est très bien passé. Là, j'ai pu accoucher sans péridurale. Alors, j'ai eu des petites alertes pendant la grossesse de cholestase, puis en fait, pas du tout de cholestase, donc ça, c'était parfait et je voulais absolument accoucher sans péridurale parce que j'avais réussi les écrits du CAPES. Je les ai tentés, cette année. Parce que la fois d'avant, j'étais admise, enfin, j'ai passé les écrits le jour du terme, de la fausse couche. J'ai été admissible aux écrits, donc j'ai passé les oraux à Nancy. J'ai eu sur Publinet les résultats comme quoi j'étais admise, donc j'avais le concours et 3 heures après, je passais d'admise à refusée. Il y a eu un bug informatique
Oh Et mince, oh donc là je là. suis passée de la super joie de j'avais mon concours, j'étais prof de maths, à, j'ai plus le concours, donc je continue en tant que remplaçante et on n'a jamais su pourquoi. Donc là, pour Joséphine, ça se répétait encore. J'avais passé les écrits, j'étais admissible et les oraux étaient en fait de fin mai à début juillet à Nancy et Joséphine était prévue pour mi-juin. Donc j'avais écrit au jury en disant: «Voilà, je j'accouche mi-juin, donc est-ce que vous pourriez me mettre à la toute fin des oraux, s'il vous plaît, que je j'ai le temps d'accoucher? Parce qu'avant, je suis pas sûre, enfin, je ferai pas la route, en fait, jusqu'à Nancy». Heu, voilà. Puis eux, ils ont pas intérêt à avoir une femme, enceinte, très près du terme qui passe les oraux. Donc j'ai accouché, sans péri à la maternité d'Ancenis. Donc ça m'a beaucoup motivée, le fait d'avoir les oraux derrière à tenir sans péri parce que, j'avais entendu dire que sans péri, on se remettait beaucoup plus rapidement de son accouchement qu'avec une péri. Donc voilà, donc là, accouchement, bah, assez rapide. On est arrivé à 7 heures et elle est née à 13 heures. Ouais, on est arrivé à 7h30 ou 8 heures, je crois, à la maternité et elle est née à 13 heures. Alors Louise et Joséphine, c'est marrant, elles sont toutes les 2 nées un lundi, en début d'après-midi, 13 heures et 13h30. Ouais, c'est ce que je me disais Ça que c'était fait la les mêmes heures. voilà et 2014-2018, ça fait 14-18 comme la Première Guerre mondiale. C'était pas Ah du tout ouais. fait exprès, mais c'est facile à retenir comme ça les dates de naissance. Ouais, c'est vrai. OK et donc du coup, ouais, ça tu bien récupéré du coup après? Ouais, ah bah, de toute façon, en fait, après l'accouchement, bah, ils ont pas voulu que je monte à pied à la chambre, mais j'ai pu, me déplacer, dans la salle d'accouchement pour aller me laver les mains et me faire une petite toilette quoi, mais voilà, mais l'accouchement, bah, c'est vrai que tout de suite après, on n'a pas besoin d'attendre 2 ou 3 heures avant de se mettre sur pied et puis là, ouais, c'était vraiment génial parce que, bah, Thibaut était vraiment, très, 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 utile pendant l'accouchement, beaucoup plus que pour la naissance de Louise et puis, bah, du coup, j'étais suspendue à son cou, c'était assez sympa. Mmh et ça allait la gestion de la douleur, sans la péridurale? Alors, je crois que toute, tout l'hôpital est devenu sourd. Heu et en fait, moi, je me suis pas rendu compte, mais la salle d'accouchement physio à Ancenis est juste au-dessus de l'entrée de l'hôpital et donc au bout d'un moment donné, ils ont fermé la fenêtre. Moi, je me suis pas rendu compte qu'ils avaient fermé la fenêtre. Je «Oh!» mais tous les gens, j'ai dû avoir super peur en rentrant, Thibaut a dit: «Non, non, t'inquiète, elles ont fermé les fenêtres au bout d'un moment». «Ah d'accord». Par contre, quand je suis montée en chambre, après: «Ah, c'était vous en salle d'attitude?» «Oui, oui, c'est moi». Et je crois que j'ai dû effrayer la maman, qui était à côté, qui était, c'est son premier accouchement et elle voulait accoucher avec péridurale, donc elle m'a entendue, hurler et puis après, c'est moi qui l'ai entendue hurler parce qu'en fait, elle voulait la péridurale, puis en fait, comme j'étais en train d'accoucher, les sages-femmes n'étaient pas disponibles pour elle et en fait, c'était trop tard pour qu'elle ait la péridurale, donc après, c'est elle qui a crié parce que c'était elle qui était en train d'accoucher sans Oh péri. là là, la pauvre. Donc voilà, sauf que bon, moi, je venais d'avoir mon bébé, donc c'était plus agréable, on va dire. Ouais, c'est ça et donc après ce deuxième bébé, donc Joséphine, tu es à nouveau tombée enceinte du coup? Ouais, alors pas tout de suite, parce Mmh. que alors Joséphine, je l'ai allaitée, bah, plus longtemps que Louise. Je l'ai allaitée 10 ou 11 mois et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir un allaitement qui est bloquant. Donc en fait, tout le temps où j'allaite, j'ai pas de retour de couche. Alors ça veut pas dire que là, dans les méthodes de régulation naturelle du cycle, ça veut pas dire qu'il faut pas s'observer. Je continue à m'observer, mais en fait, comme il y a pas de glaire, je sais que je suis pas fertile, quoi. Donc voilà et après par contre, quand j'arrête l'allaitement, j'ai des cycles chaotiques. Voilà, c'est en partie pour ça, entre Louise et Joséphine qu'on s'était formés à la méthode avec les températures parce que du coup, on était complètement paumés. On s'était dit: «Avec la température, on va pouvoir détecter quand a eu lieu l'ovulation». Puisqu'en fait, quand il y a l'ovulation, il y a un plateau au niveau de la température. Donc là pour, Joséphine, on s'était dit: «Bon, on sait que ça peut prendre un petit peu de temps, que ça peut prendre un peu plus d'1 an pour avoir un bébé». Donc comme on voulait avoir à peu près 2 ans d'écart, on s'était dit: «Bon, bah, tant qu'on est enfin, si on le sent, on commence. Si ça arrive maintenant, ça sera peut-être un petit poil tôt, mais c'est pas grave. Mais si ça arrive dans 1 an, ça fera 3 ans d'écart, ça sera bien». Et en fait,
Là, j'ai eu mon retour de couche et il a dû se passer peut-être 2-3 cycles. Après, il fallait arriver à comprendre quelque chose dans les cycles parce que c'était tellement chaotique. J'avais des périodes où je perdais du sang pendant 15 jours. Après, une semaine sans rien. Après, à nouveau une semaine de sang. Enfin, donc du coup, voilà, pas trop savoir ce qui se passait. Et puis là, voilà, été 2019, voilà, il y avait un cycle assez joli. Et je dis: «Ah bah tiens, c'est pas mal». Et puis voilà, on a tenté et on a gagné. Donc là, pour le coup, tout de suite. Et bah là, après, bah, en fait, comme pour Joséphine, on était très, très contents, mais et voilà, on n'osait pas trop se réjouir tout de suite. Par contre, alors ce qu'on a fait, c'est que c'est vrai que pour Louise, on avait annoncé la grossesse, passer l'échographie du premier trimestre. Pour, Joséphine et pour Gabriel, en fait, dès qu'on a su que j'étais enceinte, on en a parlé à nos familles. On leur a dit: «Voilà, c'est strictement confidentiel, vous en parlez à personne, enfin, voilà, vous le gardez pour vous. On vous le confie juste pour que vous priez pour nous, pour que vous priez pour que la grossesse se passe bien». Et puis, bah, à chaque fois, moi, je remettais ma petite, ceinture, donc voilà. Et là, la grossesse s'est bien passée. Et pour Gabriel, alors je venais d'avoir donc pour Joséphine, là, au niveau du concours, j'avais passé les oraux 3 semaines après avoir accouché. Donc j'avais dû tirer mon lait, enfin tout le monde est venu à Nancy. J'ai tiré mon lait avant, même pendant les épreuves aussi. À un moment donné, j'ai tiré mon lait pour être, à l'aise, devant le jury. Et puis j'ai pas eu le concours. Ça, c'était en externe. Donc j'ai pas eu le concours, mais finalement ça tombait très bien parce que quand on a le concours, on est en formation tout le mercredi et tout le jeudi, toutes les semaines. Et après on a 9 heures de cours à assurer devant élèves. Donc ce qui fait que pendant, enfin l'année qui a suivi la naissance de Joséphine, j'étais prof à temps plein sur Châteaubriand. Donc c'était une année assez sportive, mais au moins j'avais pas de formation en plus, enfin voilà, ça tombait mieux en fait avec 2 enfants dont, un bébé de pas être en formation. Et pour, Gabriel, en fait, je venais d'avoir mon concours, mais en interne. Du coup, en fait, hein, le concours interne, on peut le passer quand ça fait 3 ans qu'on enseigne. Et donc là, je l'avais eu en interne. Et donc ce qui fait qu'en interne, on a 18 heures de cours par semaine et on a 10 jours de formation dans l'année. Donc j'ai eu quelques jours de formation fin août et puis après c'était tous les mercredis, enfin les mercredis en septembre, des mercredis en octobre, novembre, puis après c'était un mercredi par mois. Donc c'était plus light, et ça je me dis: «Ça tombe bien finalement, Joséphine est plus grande. Là je suis enceinte, c'est facile d'aller en formation». Et voilà. Et après Gabriel est né, du coup l'année où j'étais stagiaire. Donc du coup quand on est stagiaire, il faut que nos cours soient préparés, super bien, on est inspecté plusieurs fois, enfin, il y a une vraie inspection une fois, mais on a notre tuteur ou notre tutrice qui vient nous voir plusieurs fois en cours, donc ça fait un peu comme des petites inspections. Donc il faut que tout soit nickel. Mais du coup, c'était assez sportif là pour le coup, le début de grossesse plus, le fait d'être, stagiaire dans un nouveau lycée. J'avais 3 heures de trajet par jour en train, ce qui me permettait de dormir du coup, surtout au début. Et puis la troisième, enfin, c'est la quatrième grossesse, mais c'est la troisième grossesse, qui dure plus longtemps, quoi. J'ai été arrêtée en janvier 2020 et mon congé maternité commençait, mi-mars 2020. Donc je n'ai pas eu de vrai congé maternité, en fait, puisque mon congé maternité, tout le monde était à la maison avec le confinement. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir de congé maternité pour, Gabriel. Enfin, un petit peu, du coup, janvier-février, quoi, mais de mars à mai, en fait, pas vraiment de congé maternité. C'était vraiment pas du tout, enfin, une fin de grossesse pas du tout reposante et assez stressante parce que nous, on avait planifié des travaux à la maison. On refaisait notre salle de bain, les travaux avaient commencé avant le confinement, donc tout s'est arrêté pendant le confinement, ça a repris. Ça devait être terminé 1 mois avant la naissance, ça s'est terminé juste pile 1 semaine avant la naissance et après il y avait d'autres travaux à côté qui ont été terminés après la naissance. Donc voilà, donc pas évident là, cette fin de grossesse,
Et voilà, ça s'est fait. Ouais et accouchement sans péridurale du coup, aussi pour Gabrielle? Ouais, alors Gabrielle, alors c'est une petite coquine parce qu'elle a fait du rab. Ah, elle Alors voulait pas Louise, elle est sortir. née pile voilà, Joséphine, elle est née pile le tour Louise est née pile le jour du terme. Joséphine était née 5 jours en avance. Elle était un peu plus petite, Joséphine, elle faisait 50 centimètres, 52 centimètres et 3,350 kg et Gabrielle, elle faisait 52 centimètres et 4 Oh. 100 kg, je crois, Ah oui, un peu plus de 4 kg. encore un gros bébé. Grosse mémère, voilà. Bah, elle a fait 2 jours de plus. Ouais. Elle aurait pu faire plus et en fait, comme, la maternité d'Ancenis, en fait, les papas pouvaient venir à l'accouchement et ils pouvaient rester à condition de ne pas sortir. C'est-à-dire que s'ils sortaient de la maternité, ils revenaient pas. Donc moi je lui ai dit: «Bah, ça serait quand même mieux que tu restes tout le séjour». Donc du coup, il est resté tout le séjour et la maternité délivrait une attestation comme quoi les papas restaient confinés avec les mamans, ce qui a permis à ma maman de venir de Lyon pour s'occuper des 2 grandes, le temps du séjour. Sauf que ma maman avait un impératif, le 18 mai et donc du coup, quand j'ai eu la visite de contrôle, le jour du terme, je leur ai dit: «Voilà, j'ai quelques contractions, mais il y a rien qui se passe, est-ce que c'est possible, d'envisager un déclenchement?» Parce qu'en fait, moi là, j'ai ma maman qui est à la maison et le but, c'est qu'en fait, quand je rentre de la maternité, je puisse avoir de l'aide. Pas que je rentre et puis qu'elle reparte direct. Parce que, enfin, si c'est ça, ça sert pas à grand chose, quoi. Et donc ils m'ont dit: «Bah, on va voir en fonction de votre dossier» et puis, là, ils m'ont dit: «Bah, c'était bon, c'était favorable». Donc, je suis arrivée le 8 mai, vendredi matin, 11 h et ils ont lancé le déclenchement et elle est née à 19 h. Et du coup déclenché, donc pas très mobile parce qu'avec une perfusion. Par contre, ils m'avaient mis un monito sans fil. Donc le monito sans fil, ça, c'était pratique, ça permettait de prendre un bain et de pouvoir un peu, bouger. Alors on bouge avec sa perf, mais au moins on n'a pas les fils du monito et Thibaut a pu me rejoindre, il est arrivé à 12h30, 13 h, quelque chose comme ça. Parce qu'avant ça servait à rien, donc il a pris un bon déjeuner à la maison. Moi, j'ai eu mon plateau repas en salle de naissance, comme pour Joséphine et puis voilà, puis elle est arrivée du coup, à 19 h. OK. Voilà et donc j'ai tenu du coup sans péri. Par contre là, j'ai demandé le protoxyde d'azote. Donc c'est le gaz, plus ou moins hilarant. Moi, ça m'a pas beaucoup fait rire, mais ça m'a pas j'ai pas non plus eu de bad, mais voilà, ça a bien soulagé, au niveau de la douleur. Sachant qu'en fait, elles ont percé la poche des os à 16 h, donc en fait, de 16 à 19, les contractions étaient quand même, étaient plus difficiles à gérer, quoi. OK et donc du coup, toi, aujourd'hui, donc voilà, tu es maman, tu es très heureuse et cetera. Qu'est-ce que tu penses des tabous un peu qui, entourent les fausses couches? Ben, je trouve en fait c'est dommage de pas en parler. Alors, enfin, après je comprends que certaines personnes ne veulent pas en parler parce que ça touche quand même à l'intime. Après moi c'est vrai que j'aurais bien aimé en fait finalement, savoir, que des copines avaient pu en faire avant. Parce que, c'est vrai que là j'ai découvert en fait en faisant ma fausse couche, j'ai découvert qu'après ma maman a dû en faire une, ma belle-mère, peut-être aussi. Et puis après, ben, le fait d'en parler, moi j'ai des copines qui m'ont dit: «Bah, moi aussi j'ai fait une fausse couche» ou même sur les groupes Facebook, d'autres qui disaient: «Bah, moi aussi j'ai fait une fausse couche», enfin et donc finalement le fait de savoir qu'il y en a d'autres qui ont fait des fausses couches, on se sent moins seul en fait. On se dit: «Bah, finalement oui ça arrive et ça fait partie de la vie». C'est pas évident à vivre. Après ça dépend aussi du stade à laquelle on fait la fausse couche. Je pense que si on fait une fausse couche à 4 semaines ou si on l'a fait à 15 semaines, c'est pas du tout pareil. Parce que, ben, 4 semaines, on n'a pas encore trop le temps de se projeter dans la grossesse. À 15 semaines, on a déjà passé peut-être la première écho du 1er trimestre. Enfin, voilà. Après, c'est pas parce qu'on fait à 4 semaines que c'est moins douloureux qu'à 15 semaines. Je pense que ça dépend vraiment de chacune, hein, chacun a son vécu. Puis après, ça dépend aussi de dans quel contexte on fait une fausse couche, hein. Si on fait une fausse couche, alors qu'on n'avait pas vraiment prévu d'être enceinte, finalement, ça peut aussi être une libération de se dire: «Bah, finalement, ce bébé était pas prévu au planning, donc finalement c'est peut-être pas plus mal
qu'il y ait une fausse couche. Par contre, quand on l'attend, bah, c'est vrai que c'est dur à vivre parce que, voilà, le bébé était attendu. Après, je pense que ça dépend de chacune, chacune a son vécu, mais c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir dire: «Bah, voilà, ça existe, et bah, on peut avoir des bébés derrière et ou pas, ça dépend». Mais voilà, après je pense que le fait d'avoir eu d'autres enfants derrière, moi, ça me permet aussi de pouvoir mieux en parler aussi maintenant. Après je me dis: «Bah, finalement, Louise qui était pas prévue, aussitôt au programme et qui est arrivée», bah, après en fait quand on a attendu, l'année entre la fausse couche et l'annonce, enfin, de la grossesse de Joséphine, et finalement on s'est dit: «Bah, finalement, heureusement qu'elle est là» parce que, finalement, on sait que ça a marché une fois jusqu'au bout. Donc ça rassure quand même le fait de se dire qu'on a déjà une grossesse qui a été menée à terme. Alors que si on fait une fausse couche et qu'on n'a pas eu de grossesse qui ont été menées à terme, après ça peut être, enfin je pense que psychologiquement c'est peut-être plus dur à vivre parce qu'on se dit: «Bah, est-ce que ça marchera un jour?» Que là, quand on sait que ça a déjà marché, on se dit: «Bon, bah, voilà, au pire, voilà, faut qu'on fasse le deuil de la famille qu'on avait prévue, des 2 ans d'écart entre chaque enfant, d'un certain nombre d'enfants». Par contre, voilà, on sait que ça a marché une fois, on se dit: «Ben, voilà, on n'aura pas la famille prévue, on aura une famille différente, mais elle sera très bien, ça sera notre famille». Mmh. Et quel conseil tu donnerais à une jeune femme, qui vient de subir une fausse couche, voilà, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour s'en remettre et cetera? Je dirais qu'il faut s'écouter. De toute façon, c'est assez valable aussi pour la grossesse, en fait, tout le monde nous donne des conseils parce que, enfin, pour la fausse couche, on nous avait dit, alors faut attendre un cycle ou 2 cycles, que ça se remette. Il y en a qui disent qu'il faut, tout de suite réessayer après parce qu'on est plus fertile après, enfin, voilà. Et à un moment donné, en fait, on va entendre de tout et de son contraire. Donc ce qu'il faut, c'est s'écouter, prendre soin de soi, faire des choses qui nous font plaisir. Éviter d'y penser, ça c'est facile à dire, mais à faire, c'est pas évident. Se dire que ça arrivera aussi, bah, c'est voilà, c'est pas évident non plus, à faire quoi, mais ouais, je dirais, bah, prendre soin de soi, se recentrer sur son couple et puis voilà, après, chaque chose en son temps, en fait. C'est enfin, en fait, la fausse couche, c'est un deuil à faire, hein, que ce soit alors c'est sûr que c'est pas une personne qu'on a connue, enfin, voilà, qu'on a vue sous nos yeux, qu'on a pu prendre dans nos bras. C'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, finalement, on perd, un bébé qui, n'a pas existé aux yeux des autres, finalement. Enfin, en tout cas, qui n'existe pas aux yeux de l'État. Après, je crois qu'à passer un certain terme, maintenant, l'État reconnaît, on peut marquer les enfants dans le livret de famille, mais voilà, nous, notre terme, c'était trop tôt, pour que ce soit reconnu, quoi. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça qui est difficile aussi de se dire que du coup, il y a pas de reconnaissance de ce bébé, en fait, d'une manière générale, à l'extérieur. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas évident. Après voilà, on peut avoir un objet qui nous fasse penser à lui dans la maison ou autre, enfin ça dépend, en fait. Je pense qu'il faut faire ce qui nous fait du bien, quoi. Ce qui peut nous aider, voilà, prendre du temps pour soi. Je sais que nous, juste après, on avait été au Puy du Fou avec Louise. On s'était dit: «Allez, on fait une sortie en famille pour se changer les idées», on n'était pas très loin. On avait été au Puy du Fou, on s'est dit: «Allez, Ouais, c'est ça. voilà, faut changer un peu les idées, quoi». Ouais, voilà, et puis prendre du temps pour soi surtout. Et désormais, toi, c'est quoi tes projets un petit peu pour l'avenir, du coup? Et bah, pour l'avenir, là, on réfléchit à un quatrième. Après, on va se laisser le temps, on verra bien quand ça arrivera. Heu, voilà. Étant maintenant à mon compte, il faut que je fasse un certain chiffre d'affaires si je veux avoir un vrai congé maternité et pas juste, 5 € par jour. Ouais. Donc je développe, voilà, mon gros bébé du moment, c'est mon entreprise Ouais. et ma collection de robes de mariée. Après, voilà, chaque chose dans son temps et c'est vrai qu'en fait, depuis la fausse couche, on sait que, bah, en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, on profite vraiment de chaque moment passé avec nos filles et puis avec nos familles. Mais c'est vrai qu'on voilà, on savoure et puis, voilà, on se fait pas de plans en se disant: «Bah, dans je sais pas, dans 1 an ou dans 2 ans, on sera 5, enfin on sera 6. OK.
Super. Et du coup, la dernière question du podcast. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui, aux personnes qui t'écoutent? Bah, en fait, je pense que tout arrive, au bon moment pour nous. Après, on se rend pas forcément compte sur le coup que c'est le bon moment, mais c'est après en regardant, en fait, dans le rétroviseur qu'on voit que c'était le bon moment. C'est vrai que, là, moi, quand j'ai pas eu mon CDI chez Sakaar, bah, je me suis dit: «Mince» et en fait, finalement, c'est ce qui nous a permis d'arriver dans la région, dans ce nid où on a pu, du coup, acheter une maison au lieu de vivre en appartement en région lyonnaise. Heu, la fausse couche, bah, finalement, ça m'a permis de continuer à enseigner. La naissance de Joséphine, ça nous a permis de savourer aussi, l'arrivée d'une 2e petite fille et la naissance de Gabriel et le confinement, en fait, à nous, ça nous a permis, finalement de prendre du recul. Parce que même le confinement, on peut se dire, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Enfin, un confinement, puis là, le contexte sanitaire. Heu, Nous, ça nous a permis de faire des choix et du coup, j'ai complètement démissionné de l'éducation nationale pour me mettre à 100 à mon compte. Donc voilà, mais il y a des choses, en fait, on peut le voir qu'à posteriori, que c'était bon pour nous et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc voilà, ça permet juste, voilà, d'être, plus résistante et puis finalement, bah, moi, ça me permet de témoigner, parler de la fausse couche, maintenant. Si j'en avais pas fait, je pourrais pas en parler, en fait. Je sais pas si ça peut aider certaines, mais Ouais, voilà, c'est ça, ton histoire va être utile à d'autres personnes, donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. mmh, Donc c'est vrai, je pense que c'est une bonne leçon de se dire que tout mmh, arrive pour une raison et voilà, même si on s'en rend pas compte tout de suite. c'est ça. Bah, sur le moment, on se rend pas compte, ouais. Bon, bah, du coup, merci, beaucoup Marie de t'être confiée à moi sur ce sujet, d'avoir, raconté ton histoire de maternité. Je trouve ça vraiment dommage que, bah, qu'on parle pas plus du sujet de la fausse couche, dans notre société. Et puis voilà, comme toi tu dis, au final, il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui en ont déjà vécu et c'est vrai que, le fait de le savoir, ça peut permettre de se sentir moins seul. Donc je pense que c'est important. Et puis c'est vrai que même si c'est toujours, tragique, à mon avis, le fait d'avoir, des connaissances sur le sujet, ça nous permet aussi de vivre ça un peu moins, difficilement. Donc voilà, briser les tabous, c'est important pour qu'on puisse en parler librement, autour de soi plus tard. Donc aujourd'hui, je suis certaine que ton histoire va contribuer à faire changer les choses. Donc tu peux être très fière de toi, d'avoir témoigné. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton histoire de ta maternité, de la régulation naturelle des naissances, c'est très intéressant aussi et puis, de tes accouchements, évidemment sans péridurale aussi qui sont très intéressants. Donc voilà, merci beaucoup Marie, pour tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu as partagé, aujourd'hui avec nous. De rien. Merci Capucine. Si vous aussi, vous avez déjà vécu une fausse couche, vous n'êtes pas seul. Une fausse couche est déjà un traumatisme pour le corps qui s'amplifie à mesure que la grossesse est avancée, mais la fausse couche est toujours, et peu importe le stade de la grossesse, un traumatisme psychologique. Il est important d'avoir conscience que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé et sachez que si vous en avez besoin, vous pouvez vous faire aider par des psychologues. Vous pouvez aussi prendre contact avec l'association Agapa qui offre la possibilité d'être écouté après une grossesse qui n'a pas été menée à son terme. Vous trouverez toutes les infos en description. Subir une fausse couche ne fait pas de vous une mauvaise mère. De plus, vous pouvez tout à fait retomber enceinte après avoir vécu une fausse couche, comme nous l'a prouvé Marie. Ce n'est pas du tout incompatible. Alors gardez espoir toujours et ne doutez pas de vos capacités à être de bonnes mères. Après la pluie vient le beau temps et après une fausse couche, une mort périnatale ou prématurée, vient un bébé arc-en-ciel. Et cela correspond parfaitement à l'esprit de ce podcast qui montre qu'il y a toujours de l'espoir et de doux rayons de soleil au-delà de l'arc-en-ciel. Somewhere over the rainbow. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas,
Le monde est toujours plus beau si l'on voit over the rainbow. Drops high above the chimney top.